On dit que quelque part, il y a un stylo qui peut fonctionner en apesanteur, à des températures extrêmes et même sous l'eau. Que ce stylo peut écrire sur quasiment toutes les surfaces, même à l'envers, et ce par des températures pouvant atteindre les 300 degrés. On dit aussi que la NASA a dépensé des millions voire des milliards de dollars et presque une décennie pour développer un tel objet. Le problème des stylos à billes dans l'espace est qu'ils ne fonctionnent pas dans les conditions d'apesanteur. L'encre ne peut pas s'écouler vers la bille normalement, puisque la gravité ne l'affecte pas. Au lieu de cela, une pression est appliquée au réservoir d'encre et les stylos se mettent à fuir. Jusqu'à récemment, la NASA utilisait donc des crayons à papier. Ceux-ci étant composés de bois, ils représentaient un risque d'incendie dans la plupart des vaisseaux spatiaux de l'époque, dont l'atmosphère interne était composée à 100 degrés d'oxygène. La nécessité d'un super stylo était donc évidente. Mais quoi qu'en disent les rumeurs, la NASA n'a pas créé un tel stylo, ni dépensé une fortune pour la recherche. Son développement a été sponsorisé par Paul C. Fisher de la Fisher Pen Company, basée à Chicago. Plus d'1 million de dollars et près de 10 ans ont été nécessaires pour mettre au point une cartouche d'encre pressurisée. Elle devait permettre aux stylos spatiaux de fonctionner en gravité zéro et dans d'autres conditions extrêmes. En définitive, ils ont obtenu un stylo qui pouvait s'utiliser à des températures allant de moins 35 degrés à 120 degrés. Impressionnant, n'est-ce pas? Le stylo a été breveté en 1966. Un an plus tard, après avoir conduit plusieurs tests approfondis, la NASA a entrepris d'en équiper les astronautes des missions Apollo. Étonnamment, les rumeurs selon lesquelles la NASA a dépensé une somme démentielle pour le développement de stylos spatiaux circulent depuis des décennies. Elles ont été démenties à de nombreuses reprises, mais elles refont surface encore et encore. De nombreux films de science-fiction peuvent te laisser penser que tout ce qui se passe dans l'espace est accompagné d'un genre d'effet sonore, ce qui est une idée reçue totalement fausse. Dans l'espace, personne ne t'entend crier. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'air dans l'espace. C'est un vide presque parfait qui rend le déplacement des ondes sonores impossible. Elles ne peuvent donc pas atteindre tes tympans et les faire vibrer afin d'envoyer les signaux nécessaires à ton cerveau. Mais c'est une bonne chose, surtout pour les astronautes au cours de leur sortie dans l'espace. Sans le calme du vide spatial, ils seraient constamment submergés par le bruit des tempêtes solaires. Voici une autre idée reçue. Toutes les comètes ont de belles et longues queues. Ce n'est rien d'autre qu'un mythe populaire. En réalité, les comètes sont des corps spatiaux très difficiles à repérer. Elles passent généralement beaucoup de temps loin des étoiles. Là, dans l'obscurité de l'espace, elles restent plutôt inactives et complètement gelées. Les comètes n'ont une queue que lorsqu'elles se rapprochent d'une étoile. C'est à ce moment-là qu'elles commencent à se réchauffer. Ce processus les conduit à développer une sorte d'atmosphère nuageuse qu'on appelle coma et une queue distinctive. La queue pointe toujours du côté opposé de l'étoile qui influence la comète, car elle est poussée dans la direction opposée par le rayonnement et les vents solaires. C'est pourquoi la queue peut aussi se trouver devant la comète, et non à sa suite. Voyons maintenant ce qu'est une année-lumière. Le nom même de cette notion peut laisser entendre que nous parlons de temps. Mais en réalité, les années-lumière sont une unité de distance. La définition de la NASA d'une année-lumière est la suivante. La distance totale qu'un faisceau de lumière se déplaçant en ligne droite parcourt en 1 an. Et comme la lumière se déplace à une vitesse de 300 000 km par seconde, une année-lumière équivaut à presque 9 000 milliards de kilomètres. Les gens croient souvent qu'on expérimente la gravité zéro dans l'espace, d'où la pesanteur qu'éprouvent les astronautes dans la Station spatiale internationale. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. La gravité est l'une des forces les plus importantes qui existent dans l'univers. Grâce à elle, la Lune peut tourner autour de la Terre et le Soleil ne dérive pas loin de notre galaxie, la Voie lactée. Les astronautes de l'ISS ne subissent pas une gravité nulle, mais une microgravité. La gravité sur la station spatiale est seulement 10% plus faible que la gravité à la surface de la Terre. Mais les astronautes sont constamment en chute libre. Le véhicule spatial, les personnes qui s'y trouvent et tous les objets à bord tombent sans cesse vers l'avant, pas vers le bas, mais autour de notre planète, en suivant une orbite spécifique. Et comme ils tombent tous ensemble, l'équipage et les objets à l'intérieur semblent flotter. C'est pourquoi les astronautes peuvent déplacer des objets pesant des centaines de kilos du bout des doigts. Et même si la microgravité est souvent appelée gravité zéro, ce sont en fait deux choses très différentes. On peut avoir l'impression que le Soleil est toujours en feu. Du moins, c'est l'impression que donnent les photos. Mais en réalité, notre étoile est une boule géante de gaz. Les réactions nucléaires qui se produisent en permanence dans son noyau font brûler le Soleil. Chaque seconde, des centaines de millions de tonnes d'hydrogène sont transformées en presque autant d'hélium. Durant ce processus, d'énormes quantités d'énergie sont libérées sous forme de rayons gamma.
Ensuite, ces rayons se transforment en lumière. En d'autres termes, le soleil émet effectivement une lumière aveuglante et une chaleur incroyable. Mais il n'est pas réellement en feu, car il n'y a pas d'oxygène impliqué dans le processus. Un humain peut exploser s'il sort dans l'espace sans combinaison spatiale. Eh bien, contrairement à la croyance populaire, enlever une combinaison spatiale pendant une sortie dans l'espace ne sera pas aussi dramatique que ce que l'on voit souvent dans les films. La personne perdra tout simplement conscience en raison d'un manque d'oxygène après 15 secondes de présence dans l'espace sans protection. Avant que cela n'arrive, il lui faudra expirer autant d'air que possible, sinon cet oxygène endommagera ses poumons de l'intérieur. Ensuite, sans la protection de la combinaison spatiale, qui agit comme un mini-vaisseau spatial, la pression à l'intérieur de son corps va chuter. Cela provoquera des problèmes encore plus graves. Et même si cette personne n'éclatera certainement pas, elle n'aura pas intérêt à rester dehors trop longtemps. On entend souvent dire que les trous noirs sont de gigantesques et terrifiants aspirateurs cosmiques. Mais en réalité, les trous noirs sont plutôt de l'ordre du piège à mouches. Ils ne sont pas en quête permanente de choses à aspirer. Au lieu de ça, ils restent plantés là, assez passivement. Ce n'est que lorsqu'une étoile s'approche trop près qu'un trou noir entre en action. Et encore, seuls les objets spatiaux qui franchissent une certaine frontière se font déchiqueter. Si le Soleil était soudainement remplacé par un trou noir, l'orbite de la Terre ne changerait pas. Par contre, sa température serait différente. Notre planète ne serait plus affectée par les tempêtes magnétiques ou les vents solaires. Supposons que ce trou noir ait la même masse que notre étoile. Selon les lois de la physique, il faudrait que la Terre s'approche vraiment très près pour y être entraînée. La légende de la face sombre de la Lune a été démystifiée il y a plus de 50 ans. Pourtant, tout le monde ne sait pas que cette face sombre est simplement la partie du satellite naturel de la Terre qui est orientée du côté opposé. Elle n'est en aucun cas plus sombre que le reste de la Lune, et la lumière du Soleil parvient de manière égale sur l'ensemble de la surface lunaire. Si elle semble plus sombre, c'est uniquement car nous ne pouvons jamais la voir depuis la Terre. Ceci est le résultat d'un phénomène connu sous le nom de rotation synchrone. Au cours de milliards d'années d'histoire spatiale, le lien gravitationnel entre notre planète et son satellite naturel a modifié leurs orbites. Leur vitesse de déplacement a également changé. Et comme la Terre est bien plus volumineuse que la Lune, la rotation du satellite a été progressivement ralentie, jusqu'au moment où elle a atteint son point d'équilibre. Et aujourd'hui, il faut le même temps à la Lune pour faire une rotation complète sur son axe et pour effectuer une orbite complète autour de la Terre. Tu as peut-être entendu des gens parler de Vénus comme de la jumelle de la Terre. Il est vrai que ces deux planètes ont presque la même taille. Elles ont aussi une masse et une composition similaires. La gravité à la surface de Vénus équivaut à 91% de celle de la Terre. Donc si tu pèses 45 kg sur notre planète, tu en pèserais 40 sur Vénus. Et pourtant, qualifier ces planètes de jumelles est très exagéré. L'atmosphère de Vénus est 100 fois plus épaisse que celle de la Terre. De plus, les températures à sa surface sont incroyablement élevées. Jusqu'à 455 degrés. C'est assez chaud pour faire fondre le plomb ou carboniser ta pizza. Vénus n'a pas d'océan rempli d'eau liquide ni aucune forme de vie. Elle tourne aussi à l'envers par rapport à toutes les autres planètes du système solaire, y compris la Terre. À propos, un autre mythe prétend que Mercure est la planète la plus chaude du système solaire. Après tout, c'est la planète la plus proche du Soleil. Mais en réalité, Vénus est plus chaude. Les astéroïdes frappent la Terre beaucoup plus souvent que les gens ont tendance à le croire. Mais la grande majorité de ces collisions sont loin d'être le genre d'événements cataclysmiques capables de faire basculer l'histoire, provoquant par exemple une extinction massive. La plupart d'entre eux passent complètement inaperçus. La plupart des astéroïdes qui s'approchent de notre planète sont qualifiés d'objets géocroiseurs. Ils se consument généralement dans l'atmosphère terrestre avant d'avoir la moindre chance d'anéantir la vie à la surface de la planète. Non qu'ils soient d'ailleurs assez gros pour y parvenir. Et pourtant, environ 40 à 80 tonnes de débris spatiaux tombent sur la Terre chaque année. La plupart de ces débris sont de minuscules astéroïdes, aussi appelés bolides. Ils ne font généralement pas plus de 20 mètres de diamètre.